Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du Nouvel Angle. Mais avant tout, le Nouvel Angle, c'est quoi? Le Nouvel Angle, c'est le podcast qui permet aux étudiants et aux professionnels d'en apprendre un peu plus sur les métiers du digital. Mais avant tout, je laisse Issane présenter notre invité. Ouais, alors avant, nous sommes actuellement dans les locaux d'Epitech Digital Ah oui, School qui pardon. nous a permis d'organiser cet épisode en collaboration aussi avec les étudiants qui nous ont posé plusieurs questions pour notre invité. Justement, notre invité Clément Pompara. Bonjour, comment vas-tu? C'est les gars, merci pour l'invitation, ça va être Bonjour. super. Très heureux d'être là. Alors aujourd'hui, on va faire un podcast en 3 parties. Dans la première partie, on va parler de ton parcours, comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Dans la deuxième partie, on va parler plutôt de ton métier, précisément celui de Customer Success Manager, des questions un peu sur tout. Et enfin, en troisième partie, on va parler du comité de pilotage en tant que, en tant que Customer Success Manager. Donc, on commence par cette première partie. Déjà, présente-toi un petit peu avec tes mots. Qui Ok. es-tu? Alors, je suis donc Clément Pompara, je Mm. suis bordelais. Ça fait, euh, Ça fait maintenant 7 ans que je suis rentré en France. J'ai un profil un peu particulier parce que j'ai fait la plupart de ma scolarité en Allemagne, dans D'accord. une école de management. Et je suis rentré en France en 2016. Et je travaille depuis 2016 dans une entreprise qui s'appelait AT Internet et qui s'appelle depuis 2 ans Piano. On a été racheté par une société américaine. Et du coup, on est une solution SaaS, c'est-à-dire une solution hébergée sur Internet. D'accord. Donc, d'où le fait avec l'aspect digital. Et du coup, on est une solution d'analytics. Donc, nous, en fait, ce qu'on propose, c'est un logiciel à destination de grosses entreprises qui vont leur permettre d'avoir le trafic qu'ils ont sur leur site internet et sur leurs applications, savoir Ok. combien il y a de visiteurs, qu'est-ce qu'ils D'accord. font, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils cliquent, etc. Ok. D'accord. Donc, Ouais. avant du coup d'arriver à Internet, donc t'as dit que t'es allé en Allemagne, t'as fait des études. Est-ce que tu peux un peu plus développer sur les études que t'as fait? Ouais. Alors, j'ai fait Tech Deco à Bordeaux, un UT technique de commercialisation en 2 ans. Et après, j'ai rejoint une école de commerce en Allemagne où j'ai fait un bachelor, donc une troisième année de licence. Suite à ça, j'ai travaillé 1 an chez Zalando à Berlin. J'en Ok. D'accord. avais un petit peu marre des études. Ok. Je voulais Mais voir autre déjà sur chose. ce choix d'aller en Allemagne, c'est un choix personnel ou t'as suivi un petit peu d'autres personnes? Comment ça s'est passé? Alors, ça a été. Mes parents m'ont toujours poussé à partir en Allemagne parce qu'ils pensaient. Alors, à Bordeaux, déjà, il y a très peu de gens qui parlent allemand. On est plus ici Mhm. espagnol, puisqu'on Ouais. est à côté de l'Espagne. Et du coup, mes parents m'ont toujours poussé à faire de l'allemand parce qu'ils m'ont dit bah, que plus tard, ça me servirait D'accord. à trouver un métier. Et ils ont eu entièrement raison Mhm. et je les remercie d'ailleurs Vous aujourd'hui. étiez déjà allé en Allemagne en vacances avant? Vous êtes déjà un peu familier avec le pays? Ouais, alors je suis Ok. allé en vacances en Allemagne. D'ailleurs, c'est pas ce que je recommande, les vacances en Allemagne. Comparé à C'est pas l'Espagne, ce qui fait rêver. c'est pas dingue. Mhm. Mais du coup, ouais, j'étais allé en séjour linguistique et justement en vacances pour me familiariser un petit peu avec la langue. J'étais déjà parti en Allemagne. Ok. D'accord. Ok. Donc, au moment de passer toutes ces étapes, passer, aller en Allemagne, faire ton école de co, c'est ça. Donc, tu avais un mindset un peu précis. Ouais, je voulais développer mes compétences en langue allemande. Ouais. Et après, les formations, la rigueur allemande est réputée. Et je m'étais dit, avec un diplôme allemand, enfin, du coup, c'était un diplôme international, parce que c'était une école qui était jumelée avec une école en France. Donc, j'ai eu un double diplôme. Et je m'étais dit que l'éducation en Allemagne serait quand même mieux pour trouver un boulot après. Et du coup, donc après avoir travaillé à Zalando pendant 1 an, j'ai repris mes études et j'ai fait Master 1, Master 2 en management international avec un point fort en marketing digital pour le coup. Ok. D'accord. Toujours en Allemagne. Toujours en Allemagne. Ok. Et donc je vois que tu as cherché quand même à aller acquérir une certaine rigueur dans tes études. Tu voulais faire quoi à ce moment-là? Tu savais exactement que tu voulais devenir Customer Success Manager ou pas encore? Pas du tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, mon entreprise, donc vulgairement, on développe un logiciel qui nous permet d'avoir de la data. Mhm. D'accord. Ce mot vachement à la mode, la data, on en entend tout le temps parler. Hmm. Donc, j'ai eu un premier attrait à la data de par mon expérience à Zalando quand j'étais à Berlin. D'accord. Parce que ce que je faisais quand j'étais chez Zalando, j'étais traffic manager. Mon métier, en fait, consistait tout simplement, quand vous allez sur zalando.fr, vous avez des publicités avec un t-shirt, avec une fille qui porte une robe, etc. Et moi, je devais évaluer, analyser combien de fois la publicité a été vue, combien de personnes avaient cliqué sur la publicité et combien de personnes allaient jusqu'à la phase de conversion, c'est-à-dire allaient passer à l'acte d'achat après avoir vu la publicité.
Donc en fait, je commençais déjà à jouer un petit peu avec la data. Ça m'a donné un premier attrait. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas après chercher un boulot justement dans l'univers de la data. Et donc D'accord. après, j'ai repris mes études et c'est en rentrant en 2016 à Bordeaux que j'ai trouvé l'entreprise ici à Bordeaux. Donc, ouais, tu as une psychologie, un mindset qui a évolué tout au long de ton parcours. Est-ce Exactement. qu'aujourd'hui, tu as le même mindset qu'au début ou tu constates des évolutions parmi cette psychologie? Alors, ce qui est bien, c'est que pour le coup, la data, ça ne cesse de se développer. Et Ouais. grâce au Covid, depuis 3 ans, ça a eu un énorme boom Mhm. parce que toutes les interactions sociales ne se passaient plus dans la rue, mais sur les sites internet et les applications mobiles. Mhm. Donc les gens avaient besoin de savoir ce qui se passait sur les sites et les applications pour pouvoir... Alors la data, ce qu'il faut savoir, c'est que ça sert à optimiser les contenus digitaux. Donc si vous avez un site internet et une application mobile, avec la data, vous allez analyser ce que les gens font sur vos sites Mhm. et vos applications, et le but, ça va être de proposer une meilleure version de l'application et du Mhm. site au meilleur public. Si demain vous D'accord. ouvrez un magasin pied de rue, un magasin de vêtements, vous allez vouloir voir ce que les gens veulent quand ils Ouais. rentrent dans votre magasin. Bah, sur une application, c'est exactement la même chose. Je veux savoir, tous les gens qui arrivent sur mon application, qu'est-ce qu'ils veulent voir en premier. Et c'est via la data que je vais pouvoir analyser tout ça et pousser le meilleur contenu. D'accord. Donc nous, l'exemple qu'on avait lorsqu'on a parlé pour la première fois de data à Epitech, c'était celui de la pub, donc le panneau publicitaire dans la rue et la pub digitale. Ouais, La plus grosse différence et la plus grosse amélioration qu'il y a entre les deux, c'est qu'on est capable de voir qui a consulté, quel type de profil a consulté la pub digitale, alors que dans la rue, on ne sait même pas qui a regardé, combien de personnes ont regardé. c'est ça. Et pour reprendre ton exemple, c'est un très bon exemple, effectivement. Maintenant, les grosses entreprises arrêtent de faire des publicités en pied de rue parce qu'on ne sait pas combien de personnes vont voir la publicité, combien de personnes vont passer à l'acte d'achat après avoir vu la publicité, et surtout, on ne peut pas cibler la publicité. Là où Mhm. sur les supports digitaux, applications et sites internet, je peux pousser la bonne pub au bon profil au bon moment de la journée. Mhm. Ok. Ok. Donc, c'est un gain d'argent énorme pour les entreprises. C'est ça. Ouais. Ok, alors justement sur ce que tu viens de dire, le ciblage, moi j'ai un petit sujet qui me vient en tête parce que c'est assez actuel. Apparemment, ça fait quelques années que on peut plus aussi bien cibler les pubs. Je sais pas si tu es au courant un petit peu de ce côté-là. Tu penses à la RGPD ou... Alors je pense à Apple qui Ok, a mis une certaine restriction pour ses utilisateurs sur ses téléphones et RGPD peut-être aussi qui est rentré en compte. ok. Mm, Alors, je vais dire un truc. S'il y a des limites, c'est mm, pour qu'elles soient transgressées. Ok. d'accord. Sur les supports Mm, digitaux, c'est pareil. Il y a des limites de par les navigateurs. Je pense mm, à Safari sur Apple, des choses comme ça. mm. Et en fait, il existe des techniques qui vont nous faire contourner ces blocages, ces moyens de cibler. Mais aujourd'hui, honnêtement, je peux te répondre qu'on peut quand même cibler du contenu pour pousser le meilleur contenu à la meilleure personne. Donc, Ok, c'est quand même possible de cibler. Il y a des c'est choses, il toujours, y a des ça marche techniques. toujours. Ouais. Donc, quand on Ok. demande à Apple que l'apps ne suive pas nos données, en fait, c'est faux. En fait, ils nous suivent quand Ouais, même. voilà. Je vais Et pas voilà, rentrer dans les vous détails allez techniques, contourner à mais côté. il y a des choses qui Mm. existent. Il y a toujours une certaine part de privacy, de confidentialité qui Mm. reste bien sûr respectée, mais il y a aussi des techniques qui existent justement pour contourner tout ça. Ok. D'accord, ok. On a vu dans ton parcours à un moment un certain thème, celui de senior digital analyst. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est exactement? Alors, avant d'être CSM, Customer Success Manager, j'étais consultant technique. C'est-à-dire que j'aidais grosso modo les utilisateurs. Donc, on travaille avec des clients dans le monde entier Mhm. qui payent un abonnement pour pouvoir accéder à la solution, au logiciel que l'on fournit. Mhm. Et du coup, en tant que consultant, j'aidais les utilisateurs à utiliser correctement la solution. Donc, je les accompagnais sur tout un tas de choses. Je pense notamment, en fait, il y a différentes étapes dans un projet Analytics. Lorsqu'une personne dit demain qu'il veut de la data, si vous créez un site internet ou une application demain, vous Mhm. allez vouloir savoir ce que les gens viennent faire sur le site ou l'application. Mhm. Et du coup, dans le process Analytics, le consultant va accompagner le client pour savoir qu'est-ce que le client veut savoir sur son application. En fonction de ça, on va fournir ce qu'on appelle nous un plan de marquage, c'est-à-dire tu vas implémenter tel tracker, tel bout de code sur ton site. Ça va te permettre de faire remonter de la donnée dans l'outil, dans le logiciel. Et ensuite, on va passer sur une phase de... On va aider les clients à comprendre la donnée qu'ils ont finalement implémentée, que les développeurs Ok. Ouais. ont implémentée sur le site. Et D'accord. du coup, le consultant va accompagner les clients à comprendre ben,
tiens, là, tu es en train d'analyser tes pages ou tu es en train d'analyser tes clics, bah, je vais te dire exactement ce à quoi ça correspond et où est-ce que tu peux aller un peu plus loin, Ok, quoi. donc le consultant, il accompagne vraiment au début ou est-ce que l'entreprise a quand même besoin d'un consultant sur une longue période? Alors, c'est une bonne question. Tu as Mm. différents modèles. Alors, nous, pour le coup, mon entreprise, on va fournir des consultants sur une période, on peut donner des consultants sur une période donnée, limitée, mais aussi on peut dire, le client peut nous dire, ben, j'ai besoin d'un consultant pendant un an, 3 jours par semaine, et du coup, je veux un consultant analytics, expert analytics, qui va bosser pour moi pendant 3 semaines, pendant 3 jours par semaine, pardon. D'accord. Et du coup, ça peut être, selon le besoin finalement du client, ça peut être des périodes plus ou moins courtes. Mais après, dès que tu as une équipe data, dans les grosses entreprises, maintenant, tu as des équipes data. Dès que tu as une équipe data, tu as toujours un ou deux mecs qui sont data analysts, qui sont consultants data D'accord. analytics, qui vont analyser les données pour faire parler les données un petit peu. En fonction des données que j'ai, bah tiens, là, je vois que tout le monde, sur mon site internet, tout le monde vient cliquer sur cette pub ou sur ce produit-là. Et c'est les produits que je vais mettre en avant ou les pubs que je vais mettre en avant. Donc, oui. Donc, aujourd'hui, tu es Customer Success Manager. Donc, qu'est-ce qui évolue par rapport à ton métier d'avant, en data? Alors, ça n'a rien à voir parce que je suis passé d'un poste où j'étais consultant plus opérationnel, c'est-à-dire que je mettais les mains dans le cambouis, on va dire, Mhm. et maintenant je suis dans la relation client. C'est-à-dire que mon métier aujourd'hui, je travaille avec des grosses entreprises sur la verticale banque et assurance surtout. Donc on a des clients sur tous les secteurs, gouvernement, médias, retail, banque, assurance. D'accord, parce que AT Internet, c'est vraiment une grosse entreprise. Ouais, Ok, on est une c'est... grosse solution Mm. analytics sur le marché. Ouais, on avait la dernière fois discuté avant le podcast Ouais. de, du coup, la comparaison avec Google. Ouais. Comment vous vous positionnez tous les deux? C'est notre concurrent principal. Mhm. À savoir que nous, du coup, on a une solution française, que les clients aiment beaucoup, le fait qu'on soit français, pour des raisons du coup de RGPD aussi. Il y a beaucoup de clients qui viennent chez nous. Ok. Parce que Google n'est pas tout à fait RGPD compliant sur certains points. Donc ils vont venir plutôt nous voir à nous. D'accord. Donc, Donc, s'ils sont pas totalement RGPD compliant, les clients peuvent pas l'utiliser ou c'est plutôt une certaine préférence? Les clients ne peuvent pas utiliser, du coup, ils sont soumis potentiellement à des interventions de la CNIL, enfin à des amendes, pardon, de la CNIL. D'accord. Et ils mettent du coup leur business en danger parce que la CNIL avait dit bah, en début d'année que Google était une solution illégale. Donc Ah tous oui, les clients totalement. qui Ok. utilisaient Google étaient considérés comme étant des gens illégaux et Ok. pouvaient donc avoir ce qui vous différencie de Google, c'est le RGPD. Après, peut-être vous avez des différences de fonctionner Ouais. vis-à-vis des clients, je sais pas. Alors des choses que l'on va mettre en avant, c'est la puissance de notre moteur. Mhm. C'est-à-dire que nous, on va exécuter des requêtes. Le temps de processing de la donnée va être assez rapide. Donc, tu vas lancer une grosse requête dans ton interface. Et du coup, tu vas avoir ta donnée en quelques secondes. Là où sur Google, ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. L'aspect RGPD, comme on vient de le souligner. Et du coup, ben, l'aspect consultant. Ce que je Ouais. disais, donc nous, on a une équipe de consultants basée à Bordeaux pour le coup, qui s'occupent toute la journée de traiter les différentes demandes de nos clients. Et c'est pour le coup mon ancien poste où on a des humains qui sont à disposition de nos clients. C'est-à-dire que demain, vous montez une boîte, vous voulez une solution analytics, vous ne savez pas trop comment vous en servir, ben, vous avez des humains en face avec qui vous pouvez échanger, qui vont vous accompagner sur tous les aspects, sur comprendre la donnée, comment implémenter la donnée, comment traquer la donnée, comment construire des beaux reporting pour les Mhm. partager Ok. ensuite en externe ou à la direction. Donc il y a des humains, là où sur Google, bah, tu te débrouilles, tu as une question, bah, tu recherches de toi-même dans les Mhm. FAQ, et du coup tu peux potentiellement perdre du temps pour aller trouver l'information que tu veux. D'accord. C'est quelque chose qui est très demandé par les entreprises ou qui est plutôt un service en plus? Comment C'est- vous le percevez? Alors, c'est un service qui est compris dans l'abonnement. Hmm. Donc, dès qu'un client a un abonnement chez nous, il a accès automatiquement à ce service-là. Ah d'accord, ok. Et c'est pas forcément demandé de la part des clients parce qu'ils vont pas forcément faire la demande d'avoir des consultants, mais c'est hyper rassurant pour eux de savoir qu'il y a des humains en face qui peuvent échanger Hmm. directement Ouais. par téléphone ou en visio avec des gens. Et du coup, les gens, bah, ils peuvent exposer leurs besoins. Et là où sur Google, tu poses ta question, bon, maintenant il y a ChatGPT, donc très bien. Mais sur Google, bah, tu poses ta question, bah, normalement, il n'a pas connaissance de ton historique, de tout Hmm. ça, quoi. Ouais, puis Donc, ChatGPT, selon l'outil que tu utilises, il n'est C'est pas ça. forcément au courant de tout. Ça, c'est limite aussi, ouais.
Donc Ok. aujourd'hui, en tant que Customer Success Manager, est-ce que tu en es satisfait de ton job Ouais, ou tu te vois encore évoluer? Est-ce que aussi il y a de l'avenir dans ton job? c'est ça. Et alors, bah, du coup, alors, j'ai pas terminé. Ouais, c'est vrai qu'on a, Pardon, Dans ouais. la on a transition, donc divagué. j'étais consultant et maintenant en tant que donc CSM, l'abréviation de Customer Success Manager, donc en fait j'accompagne des gros clients sur le secteur bancaire et je fais du relationnel. Donc je suis passé sur la partie relationnelle, c'est-à-dire que grosso modo, un client qui va payer 50 000 euros par mois pour avoir accès à la solution, plus il y a de données, Mm. plus il y a de services qu'il prend, plus l'abonnement qu'il paye est cher. Et on a des clients qui payent 50 000 euros par mois, ce qui peut Ok. paraître énorme, mais ce qui est vrai. Et du coup, je veille à ce que finalement, ben, vous payez 50 000 euros par mois. Est-ce que vous êtes satisfait d'avoir payé ces 50 000 euros par mois? Si oui, bah ok, on se revoit le mois prochain ou dans 2 mois. Sinon, pourquoi vous n'êtes pas satisfait? Et j'essaye du coup de trouver des solutions. Alors peut-être que le client va me dire, bah ouais, il me faudrait un consultant. Ah ben très bien, ben, je vais te mettre en contact avec des consultants. Ou bien, ouais, j'ai une question plutôt de ma partie privacy qui va me demander si Hmm. vous êtes vraiment une solution RGPD compliant, etc. Donc du coup, je vais mettre en contact avec le responsable privacy de chez nous. Mhm. Je suis un peu voilà, l'interlocuteur privilégié du client. Et mon rôle existe parce qu'il y a deux aspects principaux qu'il faut mettre en avant. Il y a l'aspect de rétention, c'est-à-dire qu'il faut que le client il se sente écouté. C'est comme ça qu'il va utiliser la solution et c'est comme ça qu'il va consommer la solution. Si tous les mois D'accord. je fais un point avec le client, il va se dire bah c'est cool, j'ai quelqu'un qui me sollicite pour faire des points réguliers pour savoir Hmm. si je suis satisfait ou pas. Donc c'est quelque chose de très positif. Et après, il y a un autre aspect, c'est aussi développement de la solution chez le client. C'est-à-dire que régulièrement, je présente des nouveautés produits, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles analyses que l'on a à disposition, nous, sur l'interface, pour que le client il soit au courant de ce que l'on va sortir ou de ce qu'on vient de sortir, Mhm. et pour qu'il dise potentiellement, bah, tiens, j'ai des responsables d'acquisition chez moi, des gens qui s'occupent de ramener du trafic sur les sites et les applications, et nous, on vient de sortir une nouvelle analyse d'attribution, par exemple, et ben, il faut que mon interlocuteur il puisse faire passer l'information en interne de Hmm. son côté, comme D'accord. quoi on a sorti une nouvelle analyse à disposition. Ok. Donc Ok. je viens aussi piquer un petit peu le client pour être sûr qu'il utilise le logiciel. Ok, donc c'est un rôle quand même important en fait. Mm. C'est un rôle important et c'est un rôle Hmm. stratégique. D'accord. Ok. Tu bosses du coup dans le secteur bancaire, enfin tes clients sont dans le secteur bancaire. Ouais. Tout ce que tu viens de nous dire, est-ce qu'il faut l'adapter à la banque ou c'est un peu pour tous les secteurs c'est pareil ou Ouais, vraiment il y c'est a une vrai. différence? Hmm. Alors selon le secteur, on aura plus ou moins des différents cas d'usage. Je te prends un exemple simple. Les médias, ils vont vouloir avoir de plus en plus de trafic sur le site, parce que plus tu as de trafic, plus tu vends des encarts publicitaires chers. Mhm. Hmm. Là où le secteur bancaire, leur cas d'usage, ça va être que, bah, par exemple, je peux faire des offres de prêt en ligne sur des sites bancaires. Eh ben, je veux que tous les gens qui arrivent sur mon site, qui commencent à faire une demande d'offre de prêt, ils aillent au bout du tunnel de conversion, c'est-à-dire Ok. qu'ils aillent jusqu'à la fin et qu'ils fassent leur offre de prêt, leur demande de prêt en ligne, quoi. Hmm. Et ça va être optimiser ce tunnel de conversion. Et c'est via la data, via les données que je vais pouvoir mesurer tout ça et piloter tout ça. D'accord. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples de banques avec lesquelles tu travailles? Tous les gros groupes. Tous les gros Caisse groupes. d'épargne, Boursorama, BNP, BPCE, D'accord. Ok. Tous. tous. Tous les Ok. gros groupes ont besoin de data. Mhm. Toutes les grosses banques ont besoin de data. Et du coup, on travaille tous avec eux. Ok. Et donc tu disais le client pour représenter les banques, mais toi, à qui tu t'adresses directement en tant que Customer Success? Alors, je m'adresse soit au Head of Data, au responsable de la data dans les entreprises, soit au Head of Digital, le mec qui supervise l'activité digitale dans son entreprise. Parce D'accord. que le responsable digital, vraiment le big boss du digital dans l'entreprise, c'est lui qui va me dire bah, la solution, on la paye tant, elle est utilisée par 50 personnes chez moi. Qu'est-ce que tu me proposes pour optimiser l'utilisation de la solution? Hmm. Ok. Mais je pense que souvent, l'argument principal, ça doit être enfin, le retour financier qu'ils ont sur enfin, le prix de la solution. Ouais. Donc, si tu me dis que tu as des clients qui viennent et qui payent 50 000 euros, j'imagine que ça leur fait gagner beaucoup plus. Est-ce qu'ils ont le chiffre précis ou c'est quelque chose qui est difficile à calculer?
C'est la question qu'on se pose tous et c'est marrant. Je pourrais croire qu'on a révisé avant, mais non, même pas. Mm. Mais c'est la question qu'on se pose tous. C'est impossible de mesurer le ROI, le retour sur investissement d'une solution analytics. Parce que Mm. la solution analytics, ça va te permettre d'optimiser ton site internet, d'optimiser ton application, mais tu pourras jamais savoir, tu pourras jamais chiffrer que parce que tu as optimisé ton application, ton site internet, bah, j'ai développé mes ventes, j'ai développé mes conversions, j'ai développé mes offres de demande de prêt en ligne, etc. Tu pourras jamais être sûr et certain que c'est lié à l'analytics. Mm. C'est peut-être aussi l'environnement extérieur qui fait que, je sais pas, le prix de l'immobilier explose, bah, les gens viennent faire de plus en plus d'offres de prêt. Ouais, ok, Et c'est toi, à peut-être côté aussi de une ça, fonctionnalité que la banque a sorti en plus sur l'application. c'est Enfin, ça. comme il y a plusieurs choses qui se passent en même temps, Peut-être que la banque c'est. propose de nouveaux produits, de nouvelles offres de prêt. Et Mm. effectivement, ça peut engendrer plus de conversions, plus de demandes en ligne. On ne saura jamais. Donc comment toi tu vas faire pour leur prouver que le ROI il vient de toi et pas d'autre chose? Je peux pas le faire. Je peux pas répondre à Il cette n'y a question. pas de moyen. Non. Et c'est pour ça que Mm. justement, je dois faire des suivis avec les clients Ok. pour être sûr qu'ils utilisent correctement la solution, qu'ils utilisent bien la solution et qu'ils soient jamais déçus. Parce D'accord. que ce qui se passe souvent aussi, c'est que dans de grosses structures, il y a beaucoup de turnover. Il y a beaucoup d'employés qui Hmm. partent et de nouveaux employés qui arrivent. Les nouveaux employés qui arrivent, il faut les former sur les solutions. Mm. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un tas d'employés qui vont utiliser notre solution, mais ces gens-là vont démissionner, vont partir, vont changer d'entreprise. Et du coup, au bout d'un an, si j'étais pas là, pour m'assurer que les gens utilisent la solution, au bout d'un an, les gens vont se dire, mais attendez, en fait, on paye une solution 50 000 euros par mois, mais personne ne l'utilise chez nous parce que personne n'est formé. Mm. Et Ouais, du coup, les gens s'en vont. C'est pour ça que j'ai un objectif de rétention client, de d'accord. Ok. retenir les clients, de m'assurer qu'ils utilisent bien la solution. Mm. D'accord. Donc, tu n'utilises pas vraiment l'argent Non. comme critère pour venir les convaincre. Du coup, les KPI principales que tu utilises, c'est plutôt le taux de rétention, je sais pas, le taux de conversion peut-être des Ouais. clients. C'est quoi exactement? Alors, on a quand même des KPI, c'est-à-dire des Mm. indicateurs qui vont nous permettre de mesurer si bah, je fais bien mon boulot ou pas. D'accord. C'est-à-dire, on va dire le. Alors, nous, on appelle ça dans le digital, donc on parle beaucoup en anglais, c'est très à la mode. On dit le taux de churn, donc les Mm. gens qui vont quitter l'entreprise. Quand tu churn, c'est que tu décommissionnes une solution, donc tu dis, bah, je paye 50 000 euros une solution, bah, en fait, le mois prochain, j'arrête d'utiliser cette solution. J'arrête de D'accord. payer mon abonnement. Ok. Donc, le taux de churn, c'est-à-dire si des gens s'en vont ou pas, bah, moi, ça va me donner un indicateur. Si je vois que 50% de mes clients sur ma verticale, c'est-à-dire sur le secteur bancaire et assurance, ils s'en vont, je vais me dire, putain, mais il y a un problème, quoi. Je suis Mm. vraiment nul, quoi. Et donc, il y a le taux de churn. Et après, le taux de rétention, ça va avec le taux de churn, combien de personnes restent chez nous, Mhm. Mhm. finalement. Et parmi les gens qui restent chez nous, il faut mesurer aussi, est-ce que l'abonnement, il grossit ou pas? C'est-à-dire que l'abonnement, il est calculé en fonction du nombre de données que la personne veut calculer. Je vous disais, on a des clients qui payent 50 000, on a des clients qui payent 100 000, même plus, Mhm. des énormes groupes. Euh, Moi, mon rôle, ça va être de dire au client, bah tiens, tu as un site internet, mais je vois que tu as une application aussi. Est-ce que tu sais ce qui se passe sur ton application? Ah bah non. Bah du coup, tu Mm. pourrais traquer ton application. Donc, vous faites les sites, les applications. Tout ce qui est connecté, tous les supports D'accord. digitaux. Les Ok. bornes en supermarché, les voitures, les tablettes, Ok, même les. Ok. Ouais, tout c'est ce qui très est complet. connecté. Ok. D'accord. Et donc, c'est un pricing qui se fait en fonction de l'utilisation. Et est-ce que toutes les données ont les mêmes valeurs? Parce que, alors, déjà, quels sont les types de données qui peuvent être récoltées? Je crois que tout à l'heure, on a parlé des clics, par exemple, Ouais, sur une pub. ouais. Euh, quel autre type de données on peut récolter et est-ce qu'elles coûtent tous la même chose? Alors, à cette deuxième question, je vais te dire oui. Écoute, Mhm. tous la même chose. Quelles sont les données qu'on peut récolter? Tous les événements que vous faites sur un site ou une application. Un événement, tu arrives sur un site, tu charges une page. Ok. Il y a une première page qui est chargée. C'est un événement, c'est une requête. Ça, on peut savoir combien de fois la page a été chargée. Tu vas descendre, par exemple, tu vas scroller. Là, il y a un événement. En fait, toutes les actions Hmm. que D'accord. tu fais, tout ça, c'est mesuré. Un lancement dans une recherche, dans un moteur de recherche, un clic. Euh, Si tu appuies sur entrée, bon, je reprends du coup l'exemple du moteur de recherche, mais si tu appuies sur entrée, si tu filtres, des fois tu peux filtrer, juste le fait de faire un clic sur un filtre,
Ça va pas être un clic comme un bouton, mais ça va être un clic sur un système de filtre. Tout Ok, ça, tout ça, c'est ce qu'on peut mesurer. En fait, dès qu'il y a une interaction qui se passe sur un site, on peut le mesurer. d'accord. Et il y a un suivi qui se fait sur du coup le client. On peut voir que la personne peut-être est rentrée sur le site, qu'elle a scrollé à 80%, qu'elle a ensuite appliqué un autre filtre, et on a le parcours qui a été fait par tout le client. Exactement. La D'accord. navigation. Pour comprendre comment les gens interagissent avec ton contenu. Hmm. On prend l'exemple du crawl. Pour un site média, c'est super intéressant de connaître le taux de scroll, pardon, Mhm. sur un magazine. Parce que si tu pousses un magazine ou tu pousses un article, tout en bas de ton article, tu mets un petit CTA, un petit click Mhm. to action, un petit bouton qui va te dire s'abonner à ce magazine. Oui. Et en fait, il faut savoir, parmi tous les gens qui ont scrollé à 100%, c'est-à-dire tout en bas de l'article, combien ont vu le bouton, combien ont cliqué sur le bouton et combien se sont vraiment abonnés après avoir cliqué sur le bouton. Hmm. Et pour Ok. un contenu média, c'est hyper intéressant de connaître le taux de scroll. Oui. Si je vois par exemple que j'ai un article et je vois que j'ai un taux de scroll de 10% et un temps passé moyen sur ma page de 5 secondes, j'en déduis que mon article, il n'est pas du tout attractif. Et du coup, je vais dire à mes équipes éditoriales, bah, les gars, il faudrait revoir peut-être que le titre, il faut faire un titre plus accrocheur, ou peut-être que l'image qu'on a mis en haut de page, l'image, elle est trop effrayante. Ou on pourrait mettre, retravailler l'image, etc. On va retravailler le contenu de l'article pour attirer de plus en plus de monde, pour inciter les gens à avoir du 100% de taux de scroll et pour cliquer sur le bouton s'abonner. Ok, mais Ok. c'est vrai que dans le cas d'un média, du coup, c'est vraiment très bien parce que on peut même avoir un retour sur l'article, savoir exactement à partir de quel moment les gens ont arrêté de lire. Donc C'est c'est ça. vraiment le meilleur cas d'usage. Et je te disais tout à l'heure que pour un article, pour un site média, l'intérêt, c'est ils ont des objectifs d'acquisition, d'attirer du trafic. Parce Hmm, que plus tu as du trafic, plus tu vas vendre des encarts publicitaires chers. Et pour avoir du d'accord. trafic, C'est toutes les pubs qu'on voit sur le côté. c'est ça, ouais. Toutes les pubs que Ok. tu vois en haut de page, en bas de page, tout ça, ça Hmm, coûte de l'argent. d'accord. Et pour attirer du trafic, il faut pousser du contenu qui intéresse les gens. Et c'est via la data que tu vas savoir quels sont les articles les plus performants, que tu vas pouvoir mesurer le temps passé sur la page, le taux de scroll, etc. Et c'est comme ça que tu vas agencer ton site internet pour pousser du contenu qui va intéresser les gens, pour avoir de plus en plus de trafic, pour gagner de plus en plus d'argent via les publicités que tu vas vendre. Ok. Et du coup, pour pouvoir faire ça, donc, bah, tu as des outils pour pouvoir le faire. Il faut peut-être un ou plusieurs outils pour pouvoir trier cette data, qui va cliquer, qui va pas cliquer, et pouvoir aussi le montrer au client. C'est quels outils que tu utilises pour faire tout ça? Alors, l'outil de base, bah, alors on s'appelle aujourd'hui Piano, donc c'est Mhm. Piano Analytics. Donc, comme Google Analytics, on fournit donc ce que je vous disais, une interface qui vous permet d'avoir de la data et de la data analytics. C'est-à-dire que de la data analytics, dans le milieu digital, on a une brique analytics, mais on a aussi d'autres solutions de data. Je pense à l'A/B testing. Ça vous Hmm. parle ou pas? Alors ça me parle, Vaguement. mais bon, clairement dans le concept, c'est mettre deux versions et voir laquelle Exactement. marche le mieux. Ok. Exactement. Hmm. L'A/B testing, c'est des solutions dédiées. Donc, tu vas les connecter à de la data et tu vas pousser deux versions différentes d'un site internet. Hmm. Tu vas pousser par exemple un gros bouton rouge avec marqué achète, point d'exclamation, et un bouton vert triangulaire Ok. avec marqué abonnez-vous. Hmm. Et tu vas mesurer quel est le bouton le plus cliqué. Et en fonction du bouton qui est le plus cliqué, qui te rapporte le plus de conversions derrière, bah, tu vas garder une des deux versions. Ok, moi justement, moi j'avais remarqué ça parce que je regardais le site d'Aircall, c'est une société qui fait de la téléphonie pour les startups, les entreprises, etc. Et je regardais leur site et j'ai vu qu'en fait c'était plus le même qu'hier. Donc je me suis dit, ok, ils ont fait une mise à jour. Et j'y retourne une autre fois et c'était encore pas le même site. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient mis un site en lien publicité. Donc ils ont payé pour être premier dans les résultats, qui était différent du site qu'on pouvait retrouver si on scrollait un tout petit peu et Ouais, qu'il y avait une autre URL. ouais, ça se Donc fait beaucoup. Ouais. c'était un A/B testing du coup. Ouais. Ok. Donc après, tu nous parles d'A/B testing, tu parles d'un bouton abonné, un bouton acheter. Si le bouton abonné fait plus de clics, comment tu vas convaincre le client de plutôt favoriser le bouton abonné que le bouton acheter qui peut leur faire gagner de l'argent directement? Alors du coup, moi, je vais rien dire au client. Le client, il est autonome. Moi, je lui fournis son logiciel Ok, data et c'est à lui de prendre les décisions derrière. d'accord. Donc, Hmm. t'as pas d'avis sur la data Bah, que tu vas analyser. j'aurai toujours un avis, c'est sûr. Mais après, les politiques internes, etc., la manière dont les gens sont organisés, c'est eux qui prennent la décision finale.
parce que le responsable du site en question, bah, il est côté client. Et moi, j'ai beau lui dire qu'il faut qu'il mette ça, ce bouton, Mm. tel type de contenu, etc., etc. Bah, il peut me dire, ok, bah, c'est bien, mais sauf que j'ai pas assez de développeurs qui peuvent faire les mises à jour. Ou Mm. bien, ta data, en fait, je m'en fiche. Moi, je suis persuadé qu'il faut pousser plutôt ce bouton-là, etc., etc. Ça dépend Ok, vraiment des politiques. Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai déjà eu le cas chez un client, donc un gros compte, qui, qui est censé aider, pour ne pas dire son nom, qui est censé aider à la recherche d'emploi en France. Et j'étais à l'époque consultant là-bas, donc je poussais par A plus B le fait qu'il fallait pousser tel type de métier, c'est-à-dire des métiers plutôt qui ne demandaient pas un certain niveau d'études. Mhm. Parce que je voyais de par la data que tous les gens se dirigeaient vers des métiers style garagiste, boulanger, qui ne demandaient pas trop de niveau d'études. D'accord, Mais la ouais. politique de la personne en face de moi disait non, non, je veux pousser des métiers bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 et Hmm. plus, parce que c'est ce qui va attirer des gens sur mon site. Mais c'est que le mec était persuadé que c'était comme ça qu'il fallait procéder, En alors que je fait, lui montrais par c'est... la Ouais. data, par A plus B, que c'était faux. donc elle est un peu compliquée aussi la limite à connaître sur ton rôle. C'est ça. Donc C'est est-ce ça. que des fois t'as pas envie d'aller un peu plus que cette limite et vraiment les aiguiller sur la bonne parce que toi t'as la data en face de toi. C'est vrai, comment t'as réagi quand, du coup, t'as vu que bah, l'information passait pas? Bah, après, moi, je fais mon boulot et Hmm. si je suis pas écouté, je peux plus rien faire, quoi. Ouais. Hmm. Ok. Et du coup, pour la petite anecdote, je suis parti après. Tant pis pour eux, du J'étais coup. consultant. Ouais, j'en ai Ok. marre. Ok. Donc Euh, bah, tu nous as parlé un peu de tout ton métier. Est-ce qu'il y a un quotidien typique pour un Customer Euh, Success Manager? Alors, bah, du coup, moi, j'ai évolué. Donc, j'étais consultant, j'étais plus, donc, je connaissais très bien le produit, donc la solution analytics. Et après, j'ai voulu me diriger donc sur ce poste de CSM parce qu'il me manquait l'aspect un petit peu stratégique, savoir comment finalement les gens, des fois, j'apportais des réponses en tant que consultant, j'apportais des réponses aux clients, mais je ne savais pas ce que le client en faisait derrière. Mhm. Et avec ce rôle de CSM, je vois un petit peu mieux et un petit peu plus comment les clients utilisent la data. Et c'est hyper intéressant de comprendre. Parce que sur chaque secteur d'activité, on travaille avec les pharma, le gouvernement, les médias. Donc sur chaque secteur d'activité, il y a des besoins en data qui sont différents. Et du coup, une journée typique, donc on a un bureau ici à Mérignac, à Bordeaux. Et une journée typique, je fais beaucoup de points de suivi avec mes clients. Donc la journée typique, c'est pour les horaires ou c'est de manière générale ou ce que je fais dans les tâches ouais, c'est ce que tu fais dans, Ouais, dans la les tâches journée. que tu vas réaliser dans la journée Ok. Bah, mes tâches au principales, c'est de global. faire des points de suivi avec les clients. Donc j'évite de laisser un client 3 mois sans nouvelles. Ok. Donc si je vois que j'ai un tableau de bord devant moi où je vois les derniers points que j'ai fait avec mes clients et je fais des points et sur chaque point découlent des actions. Le client va me dire, bah, il me manque ça, il me faut ça, etc. J'aimerais bien savoir ça. Et donc, chaque point que je fais avec des clients, ça débouche tout le temps sur des rendez-vous avec certaines personnes, les responsables privacy côté client et Mhm. de notre côté, des responsables techniques côté client et de notre côté, etc. etc. Donc, Ok. ma journée typique, c'est organiser des points clients, c'est faire vraiment du relationnel client et du management aussi, parce que je vais aider les équipes à se coordonner entre elles. D'accord. Donc, tu vas voir le besoin du client, peut-être essayer de pousser aussi une nouvelle fonctionnalité qui est sortie de votre côté pour lui faire prendre cette option. Et en fonction de ça, tu vas, toi, faire organiser des réunions avec des personnes internes de chez Piano pour Exactement. lui trouver une solution si jamais il a un problème. Exactement. Et alors, du coup, j'emploie souvent cette expression, je me considère comme étant le passeur décisif du buteur. C'est-à-dire que sur chaque client avec lesquels je bosse, je travaille avec un CAM, Key Account Manager. Le CAM, c'est la personne qui va gérer l'aspect contractuel du client. Moi, je ne D'accord. touche pas aux questions financières. Je Hmm, peux ok. parler d'options, je peux Ouais. présenter des options, mais à aucun moment, je vais parler du prix de l'option. Tout ça, c'est du coup, je livre sur un plateau, on va dire, à mon Key Account Manager, au CAM avec lequel je bosse. Je lui livre sur un plateau, bah, tiens, j'ai parlé de cette option à tel client, il m'a dit qu'il était super intéressé. Bah, est-ce que tu peux lui faire un devis? Et du coup, mon binôme
avec lequel je bosse va faire un devis D'accord. Ok, pour le client. c'est un peu bizarre, c'est que en fait ça a l'air frustrant. Ouais, Enfin, c'est-à-dire quand tu arrives en face d'un client et que tu lui montres cette nouvelle fonctionnalité incroyable Ouais, et qu'il a envie de l'utiliser, du coup il est obligé de passer par ouais. le Key il Account y a pas Manager. moyen de lier ces deux postes, le CAM et le Customer Success Manager, Ou ou peut-être faire vraiment une c'est. réunion ensemble. Bah si, Ouais. du coup, on fait Ah, beaucoup de réunions ensemble. Mhm. ok. Les CSM interviennent sur des clients qui payent un abonnement assez conséquent. On va Hmm, dire plus de 3 000 à 4 000 € par mois à peu près. Les autres clients n'ont pas de CSM. D'accord. Ils n'ont pas le service CSM compris dans leur abonnement. Et du coup, c'est le CAM qui gère tout seul. Donc, il va pas faire de points aussi régulièrement que moi je hmm, fais avec des clients. Il va pas faire d'accompagnement plus plus comme je le fais avec des clients. D'accord. Il est d'accord. vraiment en Ok. autonomie là-dessus, quoi. Donc ça permet d'avoir un truc beaucoup plus complet pour les gros clients. Exactement. Ok. Et ça permet aussi aux clients de se dire, bah, super, dans mon abonnement, j'ai en plus un Hmm. service CSM, c'est un service plus plus, quoi. Ok, bah moi j'avais un peu cette question et du coup tu y as répondu. C'est est-ce que les CSM interviennent dans des entreprises un peu plus petites pour des plus petits clients? En fait non, du coup c'est vraiment un rôle qui est Est-ce que, destiné aux gros clients. est-ce Ouais. que tout le monde en a besoin de CSM ou. Alors, dans les faits, tout le monde en aurait besoin parce que le CSM est là pour s'assurer que le client, il soit satisfait. C'est Hmm. la définition de mon métier, un Customer Success Manager. Mhm. Donc, je dois manager le succès des clients. Donc, le client paye 5 000 €, est-ce que tu es satisfait de ce que tu payes ou pas? Et donc, dans toute entreprise, il y a des clients et Mhm. il faut s'assurer que le client est content de ce qu'il fait. Donc, en soi, il faudrait toujours qu'il y ait un poste comme ça. Mais en fait, mon poste, il se retrouve aussi sur des gens qui travaillent sur l'aspect relationnel, enfin contractuel, pardon. Les gens qui gèrent le contrat, les commerciaux, c'est aussi eux qui font cet aspect CSM dans les plus petites entreprises. D'accord. D'accord, Par ok. exemple, je sais pas, vous payez un abonnement à Prime Video, bah faudrait que tous les 3 mois, il y ait quelqu'un qui vous dise bah alors, tu es content de l'abonnement que tu C'est payes? vrai que ça serait l'idéal. Bah après, ils le Hmm. font via des enquêtes Hmm. en ligne. Tous les ans, ils vous envoient une enquête. Qu'est-ce que vous aimeriez en plus comme contenu, etc. Ouais. Mais peut-être que tous les ans, bah, au bout d'un an, tu dis, putain, j'ai payé 30 € chaque mois. En fait, j'ai Hmm. pas les films que je veux. Donc, du coup, faudrait un suivi plus régulier, quoi. D'accord, ok. Ok, ok, je vois. Alors, du coup, tu viens de dire que dans les plus petites entreprises, c'est un petit peu quelqu'un d'autre qui va faire ce rôle de C'est ça. CSM. Donc, c'est des métiers un peu similaires à d'autres échelles. Je dirais pas similaire parce Mm. que, enfin, similaire, mais après, tu rajoutes des tâches, bah, du coup, contractuelles où Ok, tu parles d'argent, là où moi, à aucun moment, je parle d'argent. d'accord, Je ok. gère pas du Donc, tout toi, les tu es contrats, je vraiment gère pas du tout l'argent. spécialisé dans Je suis la vraiment relation dans la client. relation client. Ok. Ok. Donc, tu nous as parlé un peu de ton quotidien et du coup, bah, dans la suite logique, c'est quoi le rythme de travail? Est-ce que tu as un rythme assez soutenu ou. Alors, ça dépend des périodes. Bah, du coup, je dépends des clients. Mhm. Donc, clairement, au mois d'août et entre Noël et le Nouvel An, c'est plutôt calme. Ok. Ouais. Après, à des périodes stratégiques comme au mois de janvier et au mois de septembre, il y a des grosses charges de travail parce que les gens, bah, du coup, sont de retour après les congés, donc veulent se mettre à jour sur les options, etc. Après, j'ai la chance de pouvoir aménager mes horaires comme je le veux, donc ça, c'est assez pratique. Euh, des fois, je vais bosser le soir jusqu'à très tard. Euh, Après, des fois, j'aurai des journées qui vont être un petit peu plus souples. Donc, je peux vraiment moduler tout comme je veux. Donc, ça, c'est assez agréable pour le coup. Donc, tu as quand D'accord. même des périodes où tu sais que ça va être le rush, par exemple après les vacances, comme tu as dit. Exact. Là, tu es préparé, c'est pas une surprise, Ouais, ça va être une ou deux semaines de rush. c'est ça. C'est ça, ok. Ok. Tous les clients vont rentrer de vacances et vont se dire, ah ben, tiens, je veux me mettre à jour. Il faut que je fasse un point avec le CSM pour voir les nouvelles options, des choses comme ça. Il faut qu'on calcule les budgets pour l'année prochaine. Donc, il faut que je sois au courant des options qui existent aussi sur le contrat. Et donc, du coup, moi, je vais juste parler des options et après, avec le CAM, il va négocier les options. Ok. Ok, ça a l'air intéressant au quotidien. Pour des étudiants qui voudraient, du coup, qui ont été intéressés par le métier et qui voudraient se lancer peut-être pour arriver à ce stade-là, qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu vois comme possibilité d'études, d'évolution de carrière pour en arriver là? Alors, bah, études digitales, enfin, ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait une école de commerce, mais avec un master international management, avec un point fort en marketing digital. Donc, il faut
En fait, c'est un métier qui existe dans les solutions digitales. Où ça pourrait, je pourrais dire, si je pense à un magasin pied de rue, c'est les vendeurs en fait qui vont venir s'assurer que le client il est content de ce qu'il veut, etc. Si le client il revient dans ta boutique, bah, est-ce que tu es content de la paire de chaussures que tu as achetée, Mhm. etc. Donc c'est ça en fait l'aspect CSM dans une plus petite structure. Mais dans les métiers digitaux, du coup, on a des gens, on a des solutions qui coûtent suffisamment cher et il faut que justement des gens s'assurent du suivi de la relation. Et du coup, il n'y a pas d'école de relationnel, des choses comme ça. Je pense que le relationnel, c'est inné, c'est propre à chacun. Et Hmm. du coup, il faut quand même être formé sur des solutions digitales. Donc vous êtes très bien pour le coup à Epitech parce que vous allez la plupart travailler dans des boîtes sur des ordinateurs, des choses comme ça. Et moi, j'ai travaillé en tant que consultant d'abord et après, j'ai voulu m'orienter sur un poste plus relationnel. D'accord. Donc il n'y a pas d'école de CSM. euh, mais du coup, il faut se former dans Mm. le digital, On quoi. peut pas se lancer directement dans le métier de CSM. Tu pourrais, mais après, il faut avoir une connaissance produit, c'est-à-dire il faut avoir une connaissance de ce dont tu vas parler. Ok. Donc tu pourrais en soi, mais tu auras toujours cette phase de connaissance produit où il faut que tu deviennes un expert du produit dont tu Hmm. vas parler, quoi. Ok, Moi, donc en l'occurrence. généralement, il faut passer par plusieurs étapes pour en Ouais. arriver là. Je pense qu'en plus, vu que c'est un métier qui est réservé aux grandes structures avec de gros clients, euh, généralement, on prend un profil qui a de l'expérience. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, on a d'autres questions, notamment, je l'ai perdu. Oui, important, la confidentialité dans tout ça. Alors parce que, bon, on a parlé de la confidentialité côté RGPD, les clients qui viennent vers vous pour cette raison de régulation. Mais toi et d'autres personnes qui ont accès aux données des clients dans votre entreprise, comment vous gérez tout ça? Alors du coup, déjà les clients, quand ils signent chez nous, ils signent contractuellement, enfin les clients et même nos employés d'ailleurs, sur le contrat, il est précisé que du coup on doit respecter les données que l'on collecte. On ne va pas les diffuser. Si par exemple moi j'ai accès à des données d'un média, je ne vais pas les donner gratuitement à un autre média, quoi. Hmm, Et du coup donc les clients sont au courant, sont au fait que nous on a accès à leurs données. d'accord. Et en fait, justement, ils sont au courant et des fois ils sont contents parce que s'ils veulent ils veulent qu'on les aide à analyser la donnée, il faut qu'on puisse y accéder à leurs données. Ouais, Mhm. bien évidemment. Donc les clients pardon, sont contractuellement au courant qu'on a accès à ces données-là. Et du coup, après, c'est à chacun de ne pas diffuser des données. Et après, Ok. peut-être il y a une sécurité qui est mise en place chez le client et dans votre boîte pour pas que les données circulent partout. Ouais, bien sûr. Là, tu as des systèmes qui existent et il y a des options et des choses qui existent. Et surtout dans le secteur bancaire où c'est très cadré. Donc, il y a plein de choses qui existent justement pour cadrer la diffusion de données. Hmm. Bah après, toi, c'est vrai que du coup, il me semble que tu peux faire du télétravail. Ouais. Donc moi, je me posais la question, est-ce qu'ils ont mis un système de sécurité où tu peux y accéder que dans l'entreprise, mais du coup, si tu fais du travail à la maison, tu peux y accéder à la maison aussi. Ouais. Mais il existe pour entrer un peu dans la technique, une connexion en SSO. Je pense que vous l'utilisez tous en single sign-on. Et vous pouvez du coup, via une adresse mail mot de passe, accéder à cette solution-là. Mais juste si la personne a mis en place ce qu'on appelle du coup le SSO. Ok, Ça, Un pour d'accord. petit peu parler de autrement. sécurité aussi, dans l'exemple, vu qu'on est venu du coup dans ta boîte, tu nous as fait une petite démonstration. Si tu veux accéder à une donnée, tu es obligé de donner du coup pourquoi tu veux accéder à cette donnée et envoyer la requête. Ouais, c'est ça. Il faut que je Donc, D'accord. justifie auprès des équipes sécurité pourquoi je veux vouloir aller voir telle ou telle donnée d'un client. tu as toujours quelqu'un qui est derrière là pour Ouais, vérifier que tu ne fais pas n'importe quoi avec ces données. c'est ça. Donc, Ok, on va bientôt passer à la partie 3, mais avant ça, il reste quelques questions. On aimerait bien savoir qu'est-ce que tu aimes dans ton métier spécifiquement et qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que potentiellement tu voudrais changer. Alors, Un peu qu'est-ce compliqué comme que... question généralement. Putain, je l'avais pas révisé celle-là. Qu'est-ce que j'aime? L'aspect relationnel, parler aux gens, comprendre ce qu'ils font de la donnée et pouvoir les aider. Et c'est hyper satisfaisant de savoir qu'une personne qui paye cher un abonnement à la solution est satisfait de Hmm, l'accompagnement qu'il a. ok. d'accord. Quand un client te dit bon, au moins on se sent écouté, on a quelqu'un qui est là en face, c'est juste, t'as l'impression d'avoir fait ton boulot, quoi. C'est cool. Hmm. Et qu'est-ce que j'aime pas?
bonne question. Euh, Ça peut bah, être sur Ouais. le quotidien, la charge de travail, parfois des clients qui donnent des retours pas forcément plaisants. Ça peut toucher à tout. Après, tu j- peux tout aimer aussi. Ah oui, après, tu Tu as la peux tout ouais, aimer, hein. possibilité. ce serait trop faux cul de dire ce que j'ai. Qu'est-ce que j'aime pas, c'est bah, en fait, je paye un peu les pots cassés du manque d'organisation qu'on a eu dans ma boîte auparavant. C'est-à-dire que, Hmm, enfin, du manque d'organisation. Il y a eu une restructuration de notre équipe Customer Success. Hmm. Et du coup, il n'y avait pas forcément de CSM qui accompagnait des clients. Et du coup, d'accord. des clients qui n'étaient ben, pas accompagnés, donc qui se sont rendus compte qu'ils payaient cher et qu'ils passaient à côté de plein de choses. Et du coup, moi, j'ai récupéré, ça fait 1 an et demi que je suis en poste maintenant, et j'ai récupéré donc un parc client, j'ai récupéré plusieurs clients. Et j'ai un client en tête qui, clairement, la première fois que je l'ai au téléphone, le gars m'a clairement mais insulté, quoi. Ah oui. Et du coup, c'était. Enfin, j'arrivais, je découvrais le Pour la métier et première tout. fois, c'est sympa. Pour la première fois, il y a mieux comme, Hmm. prise de relation, quoi. Mais Hmm, du coup, ouais, payer les pots cassés, ça fait, ça a mis des petits coups au moral. Mais pour le coup, ça a été un beau challenge. Et c'est encore un beau challenge aujourd'hui d'essayer de redresser la barre de hmm, satisfaction du client, quoi. Ok. d'accord. Là où il ne mettait plus bactère, et aujourd'hui, j'essaye petit à petit. Donc, je lui promets pas mondes et merveilles, mais j'essaye quand même de redresser avec ce que je peux la Hmm. barre, quoi. Ok. Bah, Donc, généralement, pour en arriver là et se donner de la motivation, dans d'autres métiers, il y a des exemples, des mentors même parfois, qui sont utilisés. Est-ce que toi, dans ton métier, qui est du coup un peu spécifique, il y a des personnalités connues, des gens qui t'ont inspiré à faire ce métier ou à bien le faire? Des personnalités, non, mais du coup, ben, ma manager Mhm. et quelqu'un qui est senior dans l'équipe, D'accord. mhm. euh, c'est des personnes qui m'ont motivé, et qui m'ont confirmé dans le choix de vouloir faire ce métier. Mhm. D'accord. En discutant avec eux, j'étais déjà sûr que je voulais plutôt passer sur l'aspect relationnel. Et plus je parlais avec eux, plus ça m'a conforté dans ce choix-là. Ok. Ok. Donc, si tu pouvais nous définir un bon Customer Success Manager, ça serait comment que tu le définirais? Ce serait être à l'écoute, être réactif et faire des blagues. Ah ouais. Non, mais blague à part, faire des blagues, parce que des fois, une bonne blague, bah, Ouais. ça casse et ça crée un truc avec le client. Ouais, Et nous, montrer. notre but, c'est de nous rapprocher des clients, d'être pas ami-ami, parce qu'il faut rester pro, mais d'instaurer une relation avec le client. Mhm. Et si tu fais pas de blague, si tu es tout le temps carré, tu es tout le temps oui, bonjour, bon, aujourd'hui, machin, t'as beau connaître ton produit par cœur, bah, il faut que tu sois cool, quoi. Faut que tu Ouais. Mhm. sois, c'est du relationnel. Montrer le côté humain plutôt que Ouais, juste un client face à un c'est ça. écran. D'accord. C'est ça. Il faut un côté humain assez fort, assez poussé. C'est ça. D'accord. Ok. Et après, au niveau de l'évolution du coup, de ton métier, tu la vois comment cette évolution? Est-ce qu'il y a de l'avenir? Est-ce qu'il y en a Ouais, pas? est-ce que c'est un métier qui évolue ou peut-être tout simplement, je sais Peut-être pas. il va Mm. stagner, on sait pas. Du coup, j'éviterai de transmettre le podcast à ma manager parce que ce serait mon rêve serait de prendre son poste. Ah Mais ouais. Bon, non, il mais faut, il faut pas ouais, dire. dans l'idéal, ce serait bah, être head of CSM, donc être en charge de l'équipe CSM. Mhm. Après, ce qui est bien, c'est que donc historiquement, on était une société où on était 300 à peu près, basée à Bordeaux. Et depuis qu'on a été racheté par une société américaine, on est 700, 800 dans le monde entier. Et en fait, on essaye de développer l'équipe CSM dans le monde entier. Mhm. Et nous, on est le pilier, à Bordeaux, on est le pilier enfin à Bordeaux et Paris, parce qu'il y a un bureau à Paris aussi. Je veux dire, le bureau français, on est les piliers de l'équipe CSM. Et du coup, on va être un petit peu les exemples pour ces autres pays. Donc je sais que je D'accord. suis dans un poste plutôt confortable actuellement dans la boîte, quoi. Et j'espère que ça va évoluer, j'espère qu'on pourra, je sais pas, faire plus de workshops, d'activités, d'ateliers avec les autres bureaux dans le monde entier. Et ouais, avoir plus de responsabilités, avoir peut-être plus de clients et des clients, ce qu'on appelle des top clients, quoi. Ok. Ok. Bah, je pense qu'on peut passer sur Ouais. la partie 3, partie du coup qui fait le focus d'une partie, il y a beaucoup de Ouais. parties, de ton métier. Ouais, Donc Cette fois, c'est ta partie à toi. ouais, le comité de pilotage. ouais. Explique-nous déjà qu'est-ce que c'est. Alors, le comité de pilotage, c'est la clé de mon métier. C'est un point semestriel. Donc j'en fais deux dans l'année avec des top clients. Ça dure 2 heures. Bah là j'en fais un demain matin d'ailleurs. Ça dure 2 heures et en fait c'est un point stratégique où je passe en revue
des questions organisationnelles, aussi bien chez le client que de notre côté, des questions un petit peu contractuelles. Donc, je suis toujours accompagné de mon CAM, le Key Account Mhm. Manager, qui va justement développer cette partie euh, contractuelle. Et après, je passe en revue les parties usage et nouveautés. Je m'explique. Mm. Partie organisation, c'est-à-dire que je dis au client, bah alors comment ça se passe votre équipe data, comment elle est staffée? Le gars peut me dire, ben là on vient de perdre 5 personnes, par contre on va recruter 10 personnes à partir de janvier 2024. Ok. Donc moi je me dis, attends, s'il recrute 10 personnes en janvier 2024, il va potentiellement falloir les former ces gens-là. Donc là Mm. après je vais dire à mon CAM, je vais dire, ben vends de la formation. Ou bien je vais lui dire, ben, peut-être qu'il faudra un consultant de chez nous qui vienne vous former. Donc, ça me met un petit peu la puce à l'oreille. Et aussi, s'il y a 10 personnes qui viennent, ça veut dire qu'il va vouloir staffer l'équipe. Donc, il va vouloir recruter des gens dans l'équipe. Et il recrute des gens dans l'équipe, c'est qu'il y a un vrai besoin analytics derrière. Et donc, du coup, ça va m'aider à comprendre bah, les moyens que le client va mettre là-dedans. Après, il y a l'aspect Mm. contractuel. Donc là, c'est on passe en revue toutes les options qu'il a, tout ce qu'il n'a pas, est-ce qu'il veut d'autres options, etc., etc. Donc ça, c'est le Key Account Manager qui gère ça. Après, il y a la partie usage. La partie usage, c'est que je dis au client, bah, tiens, tu as 300 personnes dans ta boîte qui utilisent la solution. Je lui montre un petit peu comment les gens utilisent la solution, quelles sont les analyses que les gens consomment, qui utilise, quelles sont les personnes dans sa boîte qui utilisent la solution. Par exemple, un gros groupe, il va travailler avec des agences, avec des prestataires, et les prestataires travaillent pour différents clients. Et des fois, par exemple, si je regarde les usages sur les 6 derniers mois, et je vois qu'il y a un prestataire d'une agence qui est encore en train d'utiliser la solution de mon client, alors que ce prestataire-là travaille pour un autre client, on va se dire, mais attends, c'est bizarre. Le gars, on lui a pas coupé les accès à la solution, il accède quand même il vient quand même consulter notre donnée et tout ça. Mhm. Mm. Donc, tu vois, veiller un petit peu à ce que tout se passe bien. Et après, justement, cette question-là, ça peut déboucher sur des problèmes de sécurité. Et après, je vais organiser des points de sécurité, on va mettre en place des options pour qu'il soit plus sécure dans son boulot, quoi. Donc, dans ce comité de direction, qui est-ce que tu vas convier parmi tes clients? Parce que tu vas pas convier que le head of digital. Peut-être si tu vois qu'il y a une section qui n'utilise pas assez Ouais, tes données, peut-être tu vas aussi les convier pour pouvoir les convaincre. c'est ça. Il faut que je convie des sponsors. Ce qu'on appelle les sponsors, c'est les gens qui sont responsables de la solution côté client. D'accord. Donc, Head of Digital, Head of Data, ou même des fois, c'est ce qu'on appelle des métiers. C'est un data analyst, mais qui est très calé, qui va être un petit peu le chef de projet data de son équipe. D'accord. Donc, ça peut être des utilisateurs finaux, quoi. Des métiers, des gens qui consomment de la data, qui analysent les données, etc. D'accord. Et de votre côté, c'est toi et le Key Account Manager? Ouais, toujours. D'accord. Ok. Donc vous D'accord. êtes à peu près 5 par réunion. Ouais, Ok. c'est exactement, on a à peu près 5. Donc tu les convies chez toi ou tu vas chez eux ou Alors, on se déplace pas mal sur Paris, d'accord. parce que la plupart de nos clients sont sur Paris. Et sinon, on fait ça en distanciel. Hmm. Ok. Donc c'est 2 heures de réunion, entre Ouais, guillemets. ouais, c'est ça. Et les choses que tu mentionnais, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut leur rajouter des options, prendre plus d'options, c'est en fait des éléments que vous voyez après la réunion ou vous en parlez directement avec eux? J'en parle parce que du Mm. coup, donc après avoir parlé des usages, pardon, je parle des nouveautés produits. Les nouveautés produits, je montre au client ce que l'on vient de sortir Mhm. et je lui montre la roadmap à 3 mois ou à 6 mois, c'est-à-dire les nouvelles fonctionnalités qui vont sortir de notre côté, Ok. qu'on Ok. est en train de développer. Et du coup, Donc, c'est en lui montrant ces fonctionnalités-là que le client va me dire, ah ben tiens, cette option-là, il me la faut absolument, je sais que ça va intéresser mes équipes, etc. Et là, je dis, bah ok, bah tu parleras après avec le CAM. donc là D'accord. tu nous parles de ouais, donc 2 heures, mais après comme il disait, il y a aussi des points sécurité que tu vas organiser. Ça aussi ça s'organise dedans ou Non, à extérieur? part, à D'accord. part. Hmm. Parce que point sécurité, il faut que moi, je convie mes équipes sécurité. Mhm. Et si je conviais mes équipes sécurité, équipes privacy et toutes les différentes équipes qui interviennent, on serait 30 à un call. Ça n'a pas de sens, quoi. Ok. Ouais, d'accord. Donc toutes ces choses que vous allez voir après, vous faites un retour par mail ou Ouais, vous organisez un autre comité? Enfin, je veux dire, le comité, il est là déjà à quelle fréquence? tous les semestres, Tous les tous semestres, les ok. 6 mois. Donc on n'attend pas le prochain semestre pour parler des conclusions du Non, premier. Donc on fait les retours par ouais. mail, ok. Je fais un compte rendu par mail et Hmm. après je dis toujours, bon bah voilà les actions qu'on a identifiées et j'envoie le support de présentation et je liste les actions qu'on a identifiées et après je replanifie des points avec les différentes personnes. Ok, donc après c'est plus des petites réunions qui Ouais, vont ouais, arriver et qui là sont peut-être
hebdomadaires? Ouais, ça Ouais, dépend. Bah, des ok. fois, il y a besoin que de faire une seule réunion, Mhm. donc de un quart d'heure. Et des fois, faut faire deux, trois autres réunions avec différentes parties, donc ça Ok, dépend donc du projet. c'est des réunions au besoin, il n'y a pas de réunion vraiment fixée Non, toutes les semaines ou... non. Non, ok. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites, les comités de direction, ou que toutes les boîtes font, que c'est quelque chose Euh, d'assez général c'est aussi. dans les CSM, enfin dans le poste de CSM, c'est une de nos tâches D'accord. de faire justement des gros comités comme ça, quoi, qui récapitulent un petit peu tout, qui résument un petit peu tout. Donc si tu pouvais nous citer les avantages d'un comité de direction, ça serait quoi? Bah, du coup, s'assurer que le client utilise correctement la solution et lui présenter les nouveautés et aussi beaucoup le faire parler. Ouais. C'est très intéressant Hmm. ça et c'est tout un art aussi, hein, de faire parler les gens. Et les gens sont souvent très bavards, ont souvent Mhm. plein de trucs à dire et ils aiment bien se sentir écoutés. Même si des D'accord. fois ils vont nous demander des choses que l'on ne fera jamais, mais au moins ils ont vidé leur sac et ils se sentent écoutés. Et en termes de relations, c'est très important. En termes de relations clients. Donc c'est à toi de préparer ton comité de direction pour Ouais, les amener à parler. Parce c'est qu'ils vont ça, pas parler naturellement c'est ça, si, sur un problème. exactement. Ok, donc il y a une grosse préparation quand même avant d'y aller. Ouais. Bah là, j'ai un support pour demain matin d'une soixantaine de pages. Ah oui. Ouais. C'est pas mal. Bah après, je suis pas parti de page Hmm. blanche, hein. J'ai pris déjà de l'existant et que j'ai mis à jour. Hmm. Et du coup, il y a plein de choses, je pense, normalement, notamment à un moment, on passe en revue les différentes analyses dans l'interface qui sont mises à disposition. Et je lui dis, bah, tiens, là, t'as que 10% des gens qui utilisent ça. Je vais dire, est-ce que t'es au courant? Ah bah, tiens, c'est bizarre, pourtant j'ai formé les gens et tout ça sur la solution, donc je vais leur mettre un petit coup quand même pour qu'ils utilisent un petit peu plus la solution, quoi. Ok. D'accord. Ok. Bon, ça fait 1 heure qu'on tourne. Je sais pas Ouais. si toi, tu as d'autres questions à poser. Je pense que Non, le c'était comité de super pilotage, clair. c'est super clair. Qu'on a pu un petit peu voir réellement ce que c'est le métier de Customer Success Manager parce que c'est ça l'objectif. Je pense que les étudiants pourront tous comprendre. Euh, je sais pas si on peut Et poser d'autres questions bah, ou s'arrêter là. si tu as d'autres choses à dire aussi, peut-être en plus. Ouais, Merci de chose m'avoir que... reçu et Mais c'était merci à cool. toi Avec surtout plaisir. d'être venu. Merci à toi. Donc, bah, merci à vous de nous avoir regardés. Donc, on est en direct sur Twitch, mais aussi vous pouvez nous retrouver en tapant le nouvel angle sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Ouais, c'est Et disponible. sur la chaîne YouTube aussi, le nouvel angle. Donc, n'hésitez pas surtout à venir. Donc, merci encore une fois. Et à la prochaine. À la prochaine. Salut.